Donatille Nira, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Eh bien, la dernière fois, on parlait de votre arrivée en France et on s'était promis d'aborder la question de votre intégration Oui, en tant que femme, en tant que Rwandaise et aussi en tant que citoyenne. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous laisser parler parce que vous parlez de votre parcours. En d'accord. arrivant en France, quelles sont les difficultés ou les facilités que vous avez pu rencontrer dans votre intégration sur la route vers la francité? Eh bien, racontez à nos auditeurs qui ont beaucoup apprécié vos émissions précédentes comment vous êtes arrivé à vous en sortir et à être la Lyonnaise que vous êtes aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir encore donné la parole. Je salue beaucoup à nos auditeurs qui nous suivent et je les remercie de leur intervention. C'était vraiment intéressant. Donc, j'ai le plaisir aussi de continuer mon témoignage parce que je sais que je le partage avec beaucoup de gens qui vont s'y retrouver et d'autres aussi qui vont comprendre le parcours des réfugiés qui quitte son pays comme le Rwanda et qui s'intègre en France. Et maintenant, ça fait 20 ans que je suis en France, donc je suis bien dans la société. Voilà. Et pour commencer, l'intégration, c'est plusieurs choses. Les trois choses principales, c'est la langue. Après, il y a l'emploi et puis le logement. Quand je suis arrivée en France, j'avais la chance de parler la langue française. Mais le temps d'accéder à l'emploi, donc c'est un parcours aussi, parce qu'il faut, une fois les papiers obtenus, on a perdu quand même un certain temps. C'est comme un temps mort sans projet, enfin, sans travail. Donc, pour accéder à l'emploi, j'ai exceptionnellement, contrairement à beaucoup de demandeurs d'asile, j'ai pu accéder à la formation dans une école qui est reconnue avant d'avoir mes papiers. Donc, le temps, donc le mois où j'ai obtenu le statut de réfugié, c'est le mois où j'ai terminé mes cours et donc j'ai pu accéder à un stage qui était obligatoire après la formation. Et ce qui m'a permis aussi de ne pas perdre encore du temps après la formation, parce que si je n'avais pas les papiers, donc le statut de réfugié ou le droit de travailler, parce que ça passe par l'autorisation de travail aussi, donc je ne pouvais pas exercer non plus, faire mon stage. Donc j'ai eu cette chance, donc en 2003, en août 2003, j'avais tout entre les mains. J'avais mon diplôme, j'avais mon statut de réfugié, donc le droit de travail. Et il faut savoir aussi que, justement, quand on est réfugié et qu'on n'a pas encore le statut, donc on fait les démarches, il y a des droits qu'on n'a pas encore acquis. Donc, c'est le droit au travail, le droit, par exemple, à la formation, même si moi j'ai eu cette formation. Et puis, on ne peut pas signer un contrat pour louer un logement. On ne peut pas prendre une assurance pour sa voiture. Donc, on est complètement dans une phase où on est traité en fait comme un enfant. Ça, c'est la France. Et il y a d'autres pays aussi, il y en a en Europe, il n'y en a pas beaucoup qui procèdent de la même façon, mais la France fait partie de ces pays qui font attendre les demandeurs d'asile avant de leur donner l'autorisation de travail. Et une fois qu'on a ces papiers, c'est le début des démarches. Donc, heureusement, il y a des services qui sont dédiés à ça, d'accompagner les nouveaux promus au statut et de les aider à trouver un emploi. Donc, il faut s'inscrire pour l'emploi qui était
À l'époque, c'était quoi déjà? Ils ont changé de nom. C'était la NPE. La NPE, voilà. Donc, on s'inscrit et puis on est convoqué, on a des rendez-vous, on vous propose du travail, il y a des offres d'emploi, on y accède, on est accompagné. À l'époque 2003, 2004, 2005, c'était encore compliqué parce qu'il fallait des rendez-vous à chaque fois. Aujourd'hui, avec Internet, je pense que les autres, ils ont plus de facilité que nous, parce qu'à l'époque, même le téléphone, c'était cher. Donc, on n'avait pas accès facilement à l'information. Même pour chercher un emploi, on ne pouvait pas s'asseoir chez soi comme aujourd'hui et aller zapper sur Internet et trouver un poste et puis postuler. Et donc, j'ai dû déménager avec ma famille, bien sûr, mon mari et ma fille, on était 3. Donc, on a quitté le nord, on était à Lille, on est allé s'installer à Dijon. Et là encore, ce n'était pas un choix. Donc, même si on est statué, comme on n'est pas totalement intégré, on n'a pas l'emploi, on n'a pas le logement, on dépend des services sociaux. Donc, on nous a transférés dans ce qu'on appelle le CPH, Centre provisoire d'accueil des réfugiés, une fois qu'on a le statut. Et c'est là que j'ai commencé à chercher un travail pour la première fois et à commencer mon intégration proprement dite. Donc, le CPH nous a aidés à trouver un logement social et nous avons commencé maintenant à nous sentir chez nous parce qu'avant, c'est comme des sortes de foyers de demandeurs d'asile et de réfugiés. On est en communauté. Et quelquefois, on partage la cuisine et toutes les parties communes. Donc, on n'est pas vraiment chez soi. Alors, à ce niveau-là, dès le début, j'étais un peu mal à l'aise. Parce que quand on avait sa maison, son environnement, son travail, sa famille, son pays, et qu'on est obligé de quitter tout et de venir sans rien, parce qu'on ne peut pas, excepter quelques vêtements, on n'a pas grand-chose à apporter. Et qu'il faut recommencer, on vous montre où vous devez être. On vous donne les règles à suivre, parce que c'est comme, on ne se comporte pas comme on veut, même chez moi, je me comportais pas mal, mais on est comme un enfant. Donc, à éduquer, en quelque sorte. Ça me mettait vraiment mal à l'aise. Et puis, je me souviens, ma fille, elle avait 6 ans, presque 6 ans quand on est arrivé. On a été accueillis par une association protestante dans le Nord. Et on nous a donné une chambre. C'était très bien, mais pour un enfant, pour la première fois, elle a regardé, elle a vu, il y avait une plaque de cuisson. Et puis les 2 lits dans la même chambre. Elle ne voulait pas dormir parce qu'elle m'a dit, on ne va pas dormir dans la cuisine. Donc, elle était perturbée parce qu'elle ne comprenait pas comment on peut dormir dans une pièce où on doit faire à manger. Donc, c'est un détail, mais c'est profond. Tous ces changements, la façon dont on le vit, la façon dont on doit passer par quelqu'un à chaque fois pour avoir quelque chose alors qu'on était autonome. Ça n'a pas été facile à ce niveau-là. Et donc, après, quand on a eu notre logement, la vie a commencé, en quelque sorte. Donc, je peux dire qu'on a commencé la vie en 2004. En 2004. Donc, il faut 3 ans de procédure et de toutes ces démarches pour enfin se dire, je renais. C'est comme une renaissance. Et puis, il faut repenser à tout, à comment on doit s'organiser, comment on doit chercher son travail, comment on doit vivre dans la société. Il faut savoir aussi nos droits, mais savoir aller les chercher. Donc ça, on arrive à 2004.
Le reste, c'était la même chose. Hein. Les enfants ont grandi. On a eu un deuxième enfant qui a grandi. Ils vont à l'école, on les accompagne. Mais entre-temps, il faut travailler, bien sûr, pour vivre. Sinon, il y a le système français aussi, j'apprécie. Hein. C'est très important de le dire. Quand on ne travaille pas, quand on n'a pas les moyens, il y a des aides qui sont mises en place pour permettre à la personne d'accéder de l'accompagner vers l'autonomie financière. Donc, ça n'a pas été compliqué financièrement parce qu'on a accès à l'eau, on a accès aux soins. Et les écoles, c'est gratuit, même obligatoire pour les enfants, contrairement à ce qu'on vivait en Afrique. Donc, c'est un des avantages, mais des inconvénients résident aussi dans nos façons d'être. On n'a ni conscience, on a des ambitions, on a des projets. Quand on n'arrive pas à les réaliser, ça peut être frustrant et puis conduire à un échec social. Je ne peux pas dire que c'est mon cas, mais il y a des périodes quand même où c'était très, très difficile. Je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. Si vous avez une question, je suis à vous. J'ai une question que se posent certains Français sans doute. Hein. Est-ce que pendant toute cette période, vous vous sentiez à charge des Français? Est-ce que vous pensiez occupé à manger le beefsteak des Français comme certains le disent? Est-ce que vous occupiez une place que devrait occuper un Français ou bien vous vous sentiez utile quand même à la société française, à votre nouvelle patrie? À cette époque-là, moi, je ne me sentais pas utile. Je me sentais plutôt comme une charge pour la société française. Et il y a une époque où je me disais même, si seulement ça pouvait aller mieux dans mon pays, je rentrerais parce que je ne me sentais pas à l'aise. Parce que quand on est étranger, on a tendance à nous mettre avec les autres étrangers. Il y a des associations qui accueillent les étrangers, qui les accompagnent, qui les permettent de se retrouver. Et on n'est pas dans la société exactement. On est à l'écart. Mais on sait que si on a besoin, on peut aller demander quelque part. Mais la société ne permet pas d'être directement plongé à l'intérieur et se sentir français. Même après la naturalisation, par contre, il y a eu un changement parce qu'il ne faut pas se le cacher dans ce pays, comme partout ailleurs. Il y a le problème moi, je n'appelle pas le racisme comme tel. C'est la peur de l'inconnu. Parce que quelqu'un qui vient de l'étranger, ils ont des idées toutes faites. Comme quoi, par exemple, les Africains, ce sont des sauvages. Ils ne sont pas modernisés, ils ne savent pas certaines choses. Et des fois, ça sort dans le langage des Français, sans faire exprès. Ah, vous avez trouvé du soleil. Vous devez être content. Parce qu'ils pensent qu'en Afrique, il y a le soleil, et puis un Africain sans soleil, ça ne marche pas. Ce qui n'est pas faux. Mais voilà. Et puis, il y a aussi au côté de manger. Je ne peux pas. Il y en a qui refusent d'accueillir dans leur maison des étrangers comme locataires parce qu'ils pensent qu'ils vont cuisiner des choses qui ne sentent pas bon. Ça, c'est des idées toutes faites, mais une fois que vous vous côtoyez, une fois qu'ils voient comment vous vivez, ils se disent finalement, on faisait erreur. On croyait que ceci, on croyait que cela. Donc, pour dire que pour vivre ensemble, ça demande du temps et il faut comprendre aussi ceux qui ont peur de s'approcher des inconnus. Et, alors, est-ce que je n'ai pas perdu le fil? Non, vous êtes
vous êtes dans le bon parce que je vous ai demandé si vous ne vous sentiez pas un peu perdu dans cette France ou pourriez vous sentir quand même comme une profiteuse des Oui. bienfaits de la France, comme certains leaders politiques le disent, hein, qui pensent que tous les immigrés sont là pour manger le beefsteak. J'ai utilisé ce terme exprès parce que c'est celui qu'utilisent certains responsables politiques à divers niveaux. Et donc, Mhm. vous êtes sur la bonne trajectoire, vous pouvez poursuivre. Merci. Oui, il faut qu'ils comprennent aussi, quand on a quitté son pays pour fuir quelque chose, un danger, on n'a pas eu le choix. Donc, on n'a pas envie, moi, j'ai jamais, au début, j'avais du mal à m'y faire, de me sentir en France éternellement, parce que je pensais que j'allais retourner au Rwanda. Ça, c'est au début. Après, quand j'ai constaté que les choses n'évoluaient pas dans le bon sens, ben, je me suis dit, il faut s'installer, il faut se stabiliser, il faut accepter qu'à un certain moment, on n'a pas le choix. Donc, j'ai intégré la France et aujourd'hui, je me considère comme une Française tout à part entière, parce que j'ai des droits, j'ai des obligations et je vis comme tout Français euh, qui vit dans ce pays. Et puis, à un certain moment, on est obligé de faire face à des obstacles dans la recherche d'emploi. Le fait d'être étranger, même le nom, peut vous exclure sur le champ. Même quand vous avez rendez-vous dans un service public, que le nom, que la personne n'arrive pas à lire votre nom, elle est capable de mettre votre dossier à côté et de prendre le plus simple et de traiter le vôtre en dernier. Tout ça m'a amené à changer, franciser mon nom. Ce n'est pas pour nier mon nom de naissance. Et je trouvais ça facile aussi parce que je ne portais pas le nom de famille. C'est le nom que mon père m'a donné, donc je peux le changer. Ça n'a pas une grande signification d'après moi et il ne m'a jamais expliqué si c'était nécessaire de garder son nom. Et pour faciliter les choses, mes dossiers, tout ça, moi j'ai changé le nom. C'est comme ça que je m'appelle Niera. Donc ce n'est pas mon nom de base. Donc c'est officiel. Ça passe par une décision, un décret, et puis on portait le nom qu'on a choisi. Et voilà. L'intégration, Nira, ça, c'est un nom qui a une signification, ou bien ça part déjà de votre nom d'origine, peut-être Nira. c'est ça. Ça part de ça, parce que moi, je voulais franciser mon nom. Euh, je n'avais pas assez de temps pour trouver un traducteur assermenté. Après, on nous a donné une liste de 3 noms et j'ai choisi. Donc, Et qui se lisent peut-être un peu comme votre nom d'origine. c'est ça, c'est les débuts, en fait. D'accord. Donc, ils prennent une partie. Et puis, Niera, ça existe. Et finalement, j'ai trouvé dans les listes des noms, c'est un nom qui existait même en France. C'est un nom qui existe, mais qui prouve aussi quand même que vous avez dû donner de vous. Vous avez donné Oui, quelque chose pour devenir française. tout à Vous fait. savez, le nom de quelqu'un, c'est une propriété dont la personne est fière. Donc, céder son nom, le transformer pour être intégré dans un pays, c'est un don de soi, je pourrais dire. Oui, Culturellement, en tout cas. effectivement. Oui, il faut tout faire pour s'intégrer. Il faut faire des efforts pour montrer qu'on a vraiment la volonté. Et je l'ai fait. J'avoue que ça a changé quand même quelque chose parce qu'au bout de quelques mois, j'ai commencé à être contactée. Alors qu'avant, je pouvais envoyer mon CV, pas de réaction. J'ai été contactée et puis il y avait le problème aussi d'accent qui nous trahit. Euh,
Parce que quelqu'un tu ne t'as pas vu pour voir, évaluer tes compétences et puis échanger avec toi et qui refuse de te voir, c'est quand même un grand obstacle. Donc ça m'a ouvert en quelque sorte la première barrière de non, donc de le fait d'être étranger ou le non qui est compliqué. Et puis, je suis rentrée maintenant en contact avec les employeurs et j'ai pu aussi voir la facilité avec laquelle on pouvait accéder à certaines choses parce qu'on a un nom qui n'est pas, qui ne trahit pas. Pour ceux qui ne le savent pas, on peut dire que dans ce pays, en France, donc, il y a des organisations, des associations qui ont préconisé pour les demandeurs d'emploi d'utiliser un CV, un curriculum vitae sans nom. Sans nom, oui, anonyme. Anonyme. Et apparemment, ça marche chez certains, et puis chez d'autres, non, parce que on regarde d'abord et surtout aussi les compétences quand même. Mais entre deux compétences, avec des noms différents, un nom qui vient du fin fond du Rwanda, Nyirabaya Zana, et un nom français, Nira, le choix est clair pour certains. Tout à fait. Non, Voilà. une fois, de toute façon, ici, on discute, hein, on échange, on n'est pas dans une interview professionnelle. J'ai postulé, j'ai même pas postulé. Il y avait une entreprise qui fabrique du vin, c'est en Bourgogne, qui cherchait un comptable. Donc, j'ai été contactée parce que je faisais partie d'une association qui recensait les femmes qu'elle est proposée aussi à l'emploi. Et une fois, j'étais dans les bureaux de cette association et l'entreprise a téléphoné. Il cherchait un comptable. Et puis, j'étais là, on m'a demandé si j'étais intéressée. J'ai dit oui, pourquoi pas. J'ai eu la personne au téléphone tout de suite qui était contente de trouver quelqu'un, quoi. On a discuté, j'ai parlé de mon expérience. Donc, c'était la secrétaire. J'ai eu l'entretien le même jour. Je suis allée, j'attendais dans un couloir, une vieille dame qui arrive, qui cherchait la personne convoquée. J'étais là, elle ne pouvait pas s'imaginer que c'était moi. Elle recherche, mais elle est où la candidate? Oui, c'est moi qui ai rendez-vous avec vous. Ah, c'est vous? Je dis oui. Ben, vous savez, il y a des travaux dans les bureaux. On ne peut pas trouver un endroit pour s'asseoir. Je vous recontacterai. Là, je l'ai regardé, je suis partie, mais je dis, mais des gens, ils souffrent énormément. Cette dame qui n'a pas pu m'accueillir parce que c'était un mensonge, il n'y avait pas de travaux, je voyais bien partout, il y avait rien. Donc, je suis rentrée, mais le nom, elle avait vu mon CV parce que je l'avais envoyé directement par email. Elle avait vu le nom, elle avait vu aussi, je pense, le parcours, mais peut-être elle ne s'imaginait pas une femme noire, quoi. Et ça l'a bloquée. Je voyais qu'elle était vraiment gênée. Moi, j'ai appris à ne pas souffrir de ça. Parce que je me suis dit, de toute façon, on est comme on est. Moi aussi, il y a des gens peut-être que je n'aime pas. Il y a des gens que je ne peux pas accepter chez moi. Je ne sais pas. Si quelqu'un est comme ça, de toute façon, ça ne vaut pas la peine de travailler avec. Il vaut mieux avancer et puis aller là où on veut vous voir. Et puis là, si on arrive vraiment à être accueilli, il faut faire ses preuves et montrer qu'on est capable de faire quelque chose. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas être frustré parce qu'il y a des racistes qui nous ont maltraités. En plus, il y a des lois qui protègent aussi les gens. Le racisme est puni par la loi. Si c'est exagéré, il faut porter plainte aussi. C'est comme ça qu'il faut vivre dans cette société française. Alors, là, je reviens à votre introduction. Les obstacles que vous avez cités, c'était notamment la langue, Oui, le travail et le logement. le logement. On peut dire aujourd'hui, Donatille Niera, que vous êtes
intégré, que vous avez passé tous ces obstacles, que vous êtes française et que vous n'avez plus ce genre de problème. Non, ça c'est fini. Fini les problèmes. Est-ce que vous avez été tenté à un certain moment, notamment en réaction à ce genre d'attitude de cette dame? Est-ce que vous avez été tenté par le communautarisme, c'est-à-dire vous enfermer dans votre communauté ou dans la communauté africaine ou noire en général, ou bien vous avez plutôt fait le pas et vraiment cherché à vous intégrer solidement? Je n'ai jamais cherché à former le communautarisme, au contraire, parce que ça bloque, ça empêche d'avancer justement. Cette culture française, ces habitudes, ces lois, il faut aller les chercher. Il faut comprendre comment ça marche. Cette dame ne m'a pas dit ouvertement que j'étais noire, qu'elle ne voulait pas de moi. Je l'ai deviné. Je pouvais même aller me plaindre en disant, elle m'a appelé, après elle m'a pas, mais je n'avais pas la preuve. Elle allait dire, oui, j'ai dit, il y a pas de place pour l'entretien. Je suis désolée pour la perte du temps qu'elle a dû ressentir, mais je ne pouvais pas l'accuser comme ça. Donc, le racisme, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut prouver. C'est pour ça qu'il faut chercher, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas racistes. Il y en a beaucoup qui sont très ouverts, surtout les gens qui ont voyagé, surtout les plus jeunes, parce que le racisme, en général, reste dans les plus anciens qui n'ont pas côtoyé souvent les étrangers. Donc, ils ont peur, se demandent, ces gens, est-ce qu'ils vivent comme nous? Est-ce qu'ils ne vont pas faire des dégâts? Est-ce qu'ils sentent bon? Il y en a qui disent que les étrangers sentent mauvais. Donc, il y a tout, tout ce qu'on peut imaginer. Il faut dépasser ça. Et puis, même chez nous, ça existe. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire, parce que moi j'ai vécu sous la colonie à l'époque, hein, et les Africains disaient que les Blancs sentaient mauvais. Et Donc, donc, c'est l'humain. C'est humain, c'est ça. l'humain en même temps. Vous savez, le communautarisme, c'est pas qu'ici. Hein. J'ai utilisé le mot communautarisme d'une façon un peu négative, mais en réalité, lorsqu'on y regarde de près, est-ce que la signification du communautarisme en France peut être appliquée aussi aux Français quand ils vivent à l'étranger? Prenons le cas du Rwanda. Là, c'est une petite réflexion. Hein. Est-ce qu'au Rwanda, il était facile de rencontrer des Français? Est-ce que les Rwandais normaux, ordinaires, pouvaient et avaient l'occasion de rencontrer des citoyens français dans la vie courante? Moi, je vais dire non. Non. Parce que la Non. communauté française au Rwanda ou à Kinshasa, où j'ai vécu, ou partout en Afrique, à Abidjan, j'ai vécu 5 ans à Abidjan, les Français vivent dans leur quartier. Ils ont des écoles pour leurs enfants, où ne vont pas les nationaux. Ils ont leur magasin, leur grande surface. Oui. Ils ont leur terrain de sport. Ils ont leur club. Ils ont leur bar parfois. Ils ont leur centre culturel où ils peuvent, là, c'est vrai, rencontrer des nationaux. Mais... Et puis, ils ne parlent que français. Moi, les Français qui étaient au Rwanda, Les Français ne s'intègrent pas. voilà, ils sont communautaristes. Ceux qui veulent en discuter avec moi, les Français qui ne me croient pas, ils peuvent venir. On va engager un débat, on va se compléter sur ce sujet-là. Mais moi, j'y ai beaucoup réfléchi. On accuse les Africains souvent, les Maghrébins, d'être communautaristes. Mais c'est un phénomène en fait universel. Regardez, voilà, à Paris, le 13e arrondissement, quand on en parle, c'est l'arrondissement des Chinois. Oui, c'est naturel, ça. Le 2e arrondissement, il y a aussi une communauté. C'est tout à fait naturel. Je ne veux pas vous transporter sur ce terrain-là, mais on pourra en parler une autre fois. Oui, c'est un sujet parce que quand tu parles, c'est très intéressant, parce que tu parles de Français ou même d'autres Belges, oui, qui se retrouvent surtout en Afrique. Ce n'est même pas une être communautariste qui est positive. Des fois, c'est le fait d'être supérieur aux autres.
Ils ne veulent pas se mélanger parce qu'ils croient que les autres, déjà, ils ne veulent pas que les autres sachent leurs activités parce qu'ils sont là pour des raisons. Oui, ça peut faire un débat aussi. Ça peut faire un débat. Est-ce que vous Alors connaissez qu'un le sens? Africain Est-ce que vous qui avez est connu ici. le mot Iwerechi? Iwerechi, c'est un mot qu'on utilise au Rwanda, même dans des villes comme Bukavu, hein. Ça Oui. voulait dire tout simplement le quartier belge. Est-ce? Yes, c'est belge Ah, qui je est ne devenu savais Iwerechi. même pas. Ça existe partout. Ah si, Ah, c'est d'accord. ça, c'est le sens. Hein. Iwerechi, c'est Belge. le quartier habité par les Belges. Belges. D'accord. C'est nouveau Oui. pour moi. Je ne savais pas. Il y a une Ibérichi chez moi. En plus. Non, ça c'est avant, c'est un terme qui existe avant votre naissance. D'accord. Voilà. Vous voyez? C'est tout Donc, ça. Hein. effectivement, c'est intéressant lorsqu'on parle d'intégration de Hmm. voir aussi les autres aspects qui viennent en sus de cette notion d'intégration. Je vous ai posé une autre question la dernière fois Oui. par rapport à l'assimilation. Bon, maintenant qu'on y est justement, pour évaluer un peu votre processus d'intégration, est-ce que vous pensez que vous vous êtes intégré en gardant une partie de vous, la rwandaise, ou bien vous êtes devenu, Donat-il, la lyonnaise, la française, assimilée? Est-ce que vous avez cherché à oublier votre culture? Non. Non. De toute façon, si on cherche à oublier sa culture, c'est on se transforme en quelqu'un d'autre. Alors qu'on ne peut pas changer. Je suis moi, j'ai mes origines. Il y a des choses que j'abandonne. On abandonne certaines coutumes, même s'il n'y en a pas beaucoup pour les Rwandais. Je pense que les Rwandais ne vivent pas très différemment des Français. Mais je suis intégrée. J'épouse la culture française. Je respecte le droit français. Je dois suivre la ligne du pays et de ce qui est décidé dans ce pays. Et d'ailleurs, c'est mon pays. Je le considère comme mon deuxième pays. Et peut-être que ça va être mon premier pays parce que je viens de vivre encore, je pense que je risque de vivre plus longtemps en France qu'au Rwanda. Donc, oui, je suis intégrée, mais je ne peux pas couper non plus les ponts avec mes racines. Ce n'est pas possible. Parce qu'on a tendance à suivre l'actualité, sinon je ne la suivrai pas. Je vous ai parlé de la façon dont, à un certain moment, j'avais décidé de ne plus m'occuper des problèmes du pays, mais au bout d'un moment, ça m'a rattrapé. Je ne peux pas oublier, je pense même à l'arbre qui était devant chez moi. On s'asseyait en dessous quand il faisait chaud, on jouait autour avec mes frères et des voisins. Ça, on n'oublie pas. On n'oublie pas. C'est très important en plus. C'est dommage justement qu'on ne peut pas y aller comme on veut. Parce que si on y va, on risque d'être maltraité là-bas. Mais j'espère qu'un jour, ça arrivera, que chaque Rwandais pourra aller dans son pays et puis aller vivre là où il veut, mais avec la possibilité d'accéder à ses racines. C'est très important. Le plus grave, le plus compliqué, c'est pour les enfants qui sont nés à l'étranger. Alors, eux, je ne sais pas, ils vont faire leur choix parce qu'ils ne vont pas se sentir rwandais parce qu'ils n'ont pas vécu là-bas. Ils sont curieux de savoir, de connaître, d'aller visiter comme des touristes, mais je ne sais pas s'ils ils vont se dire, oui, il y a le terrain de mon père qui est là-bas, je vais le construire, ou bien je vais créer une entreprise au Rwanda parce qu'ils n'ont pas beaucoup de connaissances au niveau du pays. Mais comme ils grandissent aussi, ils cherchent, ils commencent à comprendre, à voir le bien du pays, ce qui va, ce qui ne va pas. Après, ils vont décider par eux-mêmes. Et de toute manière, même si vous cherchez à oublier, votre vous-même vous ramenez à la raison. Est-ce que, Donatil, Nira, il vous arrive de rêver au Rwanda, de faire des rêves, hein, ou des Oui, cauchemars
Ça vous arrive souvent ou c'est fini cette période-là? C'est pas souvent, mais ça m'arrive, mais pas des cauchemars. Quand quand je rêve de mon pays, c'est des choses bien, jamais le négatif. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Peut-être les rêves vont devenir réalité, mais il y a les rêves et puis il y a ce qu'on pense aussi. Quand je pense à mon pays, je pense à ce qu'on a perdu beaucoup. La fraternité, la vie sociale qu'on avait, la paix, c'était un pays paisible avant 90. Et j'ai beaucoup de nostalgie de cette époque-là. Les gens, ils ont tendance à chanter la modernité, le modernisme. Quand on est bien, on se modernise suivant ses besoins. Donc, avant d'être moderne et de construire des tours ou des buildings qui intéressent, qui sont attrayants, il faut être nous-mêmes. Il faut que chacun qui passe à côté de cette bâtisse ne pense pas le prix humain, du sang humain que ça a coûté pour en arriver là. Donc, tout ce qu'on fait, on doit le faire de façon progressive et positive. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a le pays est divisé en, je ne sais pas si c'est seulement 2 ou 3, parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas qu'au Rwanda, il y a des problèmes, parce que ça ne les intéresse pas alors qu'ils sont au Rwanda. Il y en a d'autres qui sont chargés d'aller s'aimer le trouble pour que ces autres-là qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe puissent bien vivre, donc comme s'ils les protégeaient. Et puis, il y en a d'autres qui souffrent, qui sont là, qui sont traités comme des animaux, ou, disons des oiseaux qui puissent venir piocher dans les champs pour manger et qu'il faut les chasser à chaque fois. Donc, nous y reviendrons, la vie au Rwanda, ce que nous pensons, ce que nous faisons pour nos compatriotes qui sont restés au Rwanda, nous y reviendrons dans d'autres émissions. On va rester dans le thème de l'intégration. oui. Vous savez, vous allez faire des jaloux, je pense, parce qu'il y a beaucoup de Rwandais en France qui ont eu beaucoup de difficultés, d'énormes problèmes pour avancer, pour s'intégrer tout simplement. Et donc, vous allez faire des jaloux, je vous assure. Et certains disent, et je suis de cet avis, que les femmes rwandaises sont plus courageuses que leurs hommes et qu'elles s'intègrent plus facilement. Est-ce que vous avez eu à le constater aussi? Et pourquoi d'ailleurs elles seraient? Là, vous m'amenez à un sujet qui va, les hommes vont me détester, mais c'est la réalité. Il faut la dire, il faut la dire, je pense. Moi, personnellement, je n'ai pas le courage plus que les autres femmes, ou peut-être aussi les hommes. Parce que j'ai eu un parcours, j'ai suivi un processus, il y a eu des hauts et des bas, j'ai connu des périodes de chômage aussi, mais à chaque fois, je rebondissais. Donc, j'avais toujours quelque chose. Si je ne travaille pas, je fais une formation. J'ai imaginé plusieurs métiers dans ma vie. Parce qu'il y a une époque, par exemple, je me souviens, il y a la crise de 2008, où il était impossible de trouver un travail dans la comptabilité, tout ce qui est administratif. J'ai pensé à passer des concours pour être infirmière, mais il fallait les préparer. À l'époque, j'étais toute seule avec des enfants qui étaient petits. Les écoles, c'était loin. Il fallait faire garder les enfants. Là, j'ai bloqué. J'ai dit non, je ne peux pas faire ça. J'ai même passé à être indépendante. Donc, j'ai créé mon entreprise. Je l'ai fait démarrer. Au bout de 2 ans, j'étais épuisée. Les enfants, il faut gérer. C'était un commerce. C'était très difficile. J'ai arrêté. Donc, vous voyez, j'ai tout essayé. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut toujours avoir des idées. Ça peut marcher ou ne pas marcher. Et puis, les échecs, ça nous apprend. Ça nous apprend à
à réfléchir, à réajuster aussi à ce qu'on avait. Est-ce que notre projet était vraiment réalisable ou bien on peut le revoir et puis réajuster? Est-ce qu'on peut l'abandonner? C'est ça aussi la vie. Parce que pour moi, on n'a pas d'objectif déterminé par la société ou la famille ou quelqu'un d'autre. C'est nous-mêmes. Donc, chacun doit savoir ce qu'il doit faire. Si on veut être salarié, on choisit son domaine, on choisit aussi son équipe. On peut ne pas travailler pour gagner beaucoup, mais être aussi épanoui dans son travail. Ça aussi, c'est un choix. Moi, je suis passée par tout ça. Aujourd'hui, je pense que le travail que je fais, ça me convient. Ça me convient parce que ça répond à mes attentes. Je ne suis pas à l'écart de l'administratif, mais aussi, je ne m'écarte pas aussi du social. Donc, le social, pour moi, c'est très important. Je l'avais dans ma tête, même toute jeune, mais mon orientation scolaire n'a pas été un choix. Ça a été, je ne peux pas dire imposé, mais je n'ai pas eu le choix. J'ai pris ce qui se présentait à l'époque. Écoutez, merci beaucoup, Donatille Niera. Je vais vous poser une ou deux autres questions avant de terminer notre émission d'aujourd'hui. Pour évaluation, est-ce que vous pensez que votre parcours d'intégration a été, comme on dit, un long fleuve tranquille ou un parcours du combattant? C'est un parcours du combattant. Parce que ici, on est dans un pays étranger, on n'a pas d'héritage. Donc, l'héritage, ça veut dire les parents qui ont travaillé, qui ont prévu quelque chose pour moi, sur quoi je pourrais m'appuyer dans les moments difficiles. Donc, il faut toujours se battre pour ne pas rester sans rien. Ça, c'est une chose. Et puis, c'est un parcours du combattant parce qu'il faut aussi se faire accepter dans la société. Ce n'est pas les Français ou les institutions françaises qui viennent nous chercher. C'est nous qui allons chercher l'information. Quelquefois, il faut insister pour bénéficier de ces droits parce que les personnes en face, soit ils ne sont pas au courant de ces droits qui évoluent avec le temps, soit ils ne veulent pas se casser la tête tout simplement pour aider quelqu'un qui se présente comme ça. Ou bien ils privilégient peut-être un ami ou quelqu'un qui est recommandé par quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est un parcours très difficile parce que on n'a pas d'autres ressources que nous, que nos mémoires, notre intelligence. Après, il faut savoir justement être accompagné. Quand on a la chance d'avoir des gens à côté, il faut les solliciter pour avoir des informations et puis pour avoir aussi des conseils constructifs. Oui, ça a été difficile, mais c'est pas du temps perdu. Quand on s'investit, le résultat, on le voit peut-être un peu plus tard, mais on le voit quand même. On le voit quand même, et c'est sur ça que nous allons clore notre émission d'aujourd'hui. Vous avez été, hein, c'est vrai, quand même marqué par des événements que tout le monde n'a pas connus au Rwanda en 1994. Après aussi, au niveau de la famille, à votre niveau personnel et au niveau professionnel. Et vous êtes venu en France où vous avez fait un parcours quand même assez exceptionnel. Lorsqu'on compare avec la moyenne de nos compatriotes, vous n'avez pas croisé les bras. Je ne dis pas que les autres croisent les bras. Vous avez peut-être de la chance. Vous avez peut-être eu aussi l'avantage d'être une femme. Comme je vous l'ai dit, certains prétendent que les femmes ont plus de facilité à s'intégrer. Ça peut être vrai, de par leur courage aussi, à affronter la vie de tous les jours, à penser à leurs enfants, à penser à la famille avant de voir leur petite fierté, notre fierté d'homme. Hein, parce que nous, les hommes au Rwanda,
on ne faisait pas n'importe quoi. Et donc, en arrivant en France, on veut continuer à vivre comme avant. Alors que les femmes sont Je plus voulais en réveillées. parler un peu, oui, de ce La côté-là. prochaine fois, peut-être, on va Mm. parler justement de cet aspect. Quels sont les éléments qui rendent difficile l'intégration? Qu'est-ce qui a facilité votre intégration et les autres? On va parler aussi des autres expériences que on connaît. Et puis, je pense que le thème de l'intégration, de l'assimilation, c'est un thème assez politique, surtout par les temps qui courent. À la veille des élections en France, nous devons parler de ces choses-là, parler de la diversité, parce que beaucoup n'y croient pas, Ouais. parler de tous les sujets qui peuvent intéresser les immigrés, comme on nous appelle, mais aussi les Français qui ne se gênent pas pour accueillir les étrangers dans notre pays, la France. Bien, je vais vous remercier une fois encore de vous être apprêté à cet exercice d'entretien sans tabou. Je dirais que vous avez parlé à cœur ouvert Ouais. à nos auditeurs, à tout le monde, à tous ceux qui verront cette émission. Et vraiment, je vous remercie beaucoup. Et si vous avez un dernier mot à dire à notre public, eh bien, je vous passe la parole. Et encore une fois, merci et à très bientôt. Alors, je colorerai sur ce que vous venez de dire, tout ce qui est mixité, diversité. C'est une richesse pour un pays et pour les concernés. Parce que moi, personnellement, c'est en France que j'ai appris à côtoyer les autres communautés. Et que ce soit, il y avait des gens qui venaient de l'Europe de l'Est, de Russie, d'un peu partout. Il y en a qui venaient d'Asie, il y en a qui venaient d'Afrique. Je ne connaissais pas leur culture, leur façon d'être. Et il y a une richesse qu'on ne peut pas imaginer. Donc, on devrait rêver d'un monde mixte, diversifié, parce que c'est ça qui ramènerait la paix dans le monde. Parce que je peux dire, même si la paix c'est quelque chose qu'on peut aussi discuter, mais le monde n'est pas en paix à 100%. Donc, la paix, c'est ça aussi, se voir, échanger, se respecter, s'entraider, sans tenir compte de il vient d'où, il est quoi. Et ça, le Rwandais, ça nous concerne particulièrement parce qu'on n'arrive même pas à s'entendre, alors qu'on n'est que 3 ethnies, alors qu'on s'entend avec les étrangers, alors que les étrangers, la France nous accueille avec notre couleur, nos cultures, et ça ne pose pas de problème. Donc, il faut que les gens apprennent vraiment à accepter les autres et surtout à apprendre d'eux, parce que chacun a une richesse, a des connaissances qu'on ne peut pas trouver chez nous personnellement ou dans notre entourage en tant que famille. Donc, c'est là vraiment, j'incite les gens à y réfléchir. C'est très riche comme patrimoine, si je peux dire, naturel. Donc, je remercie tous ceux qui vont nous écouter. Je te remercie aussi de m'avoir accordé ces moments pour me décharger, parce que ça m'a permis de parler. Ce n'est pas tout le temps qu'on a des gens qui nous écoutent pendant 30 minutes, 1 heure. Donc, quand on parle comme ça, on arrive à extérioriser ce qui est en nous. Et c'est très important pour les gens qui le veulent. Je les invite aussi à vous contacter si vous acceptez de les aider à faire leur, je ne sais pas si je peux appeler mémoire ou appelons ça comme on veut, mais c'est une façon aussi de se décharger de tout ce qui est lourd et de partager ce qui est bien. Voilà. Et puis, à bientôt, c'est peut-être. Je vous remercie beaucoup et comme vous le dites, à très bientôt.